Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Encore 40 minutes à passer ensemble. Vous nous écoutez du côté de Kabac sur 99.7. Merci de votre fidélité. Beaucoup de messages sur notre plateforme GGO 8037. Sinon, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Des messages qui débarquent en live dans cette émission ce matin avec Sako de NFD qui dit si la mouvance a refusé la dame Ramatoulaye, c'est parce que la dame maîtrise bien les techniques de fraude. Voilà, nous partons avec cet autre message de Aliou. Lui, il est le directeur de campagne donc de BL. Bonjour Lamine, qui dit nous à vos questions dans des réponses de généralité et de principe. Aucun rapport avec la réalité, c'est de la diversion. Aliou Ba, directeur de campagne de Bloc libéral. Voilà, nous allons continuer là-dessus avec d'autres messages GGO 8037, toujours avec évidemment ces auditeurs qui nous écoutent à l'international. Alimou Bindi qui s'invite dans l'émission ce matin. La dame Ramatoulaye qui est contestée par le pouvoir parce qu'elle sait cette dame n'est pas manipulable comme certains commissaires. Bonjour les GG, c'est Tiana So depuis Tombolia. Est-ce que les élections présidentielles de 2015 tiendront-elles? Je sais pas. Donc c'est la question qu'il pose ce matin. Je pense que M. Kiridi victimise le mandat du président Condé. Kiridi est le champion. Il est fort ce monsieur. Je l'aime bien. Voilà. Allez, on continue là-dessus avec toujours des questions. On va essayer d'évoluer avec d'autres secteurs, mon cher ami Roby. Restez parce que la corruption finalement est un secteur dans notre pays. Hein. Un secteur à part entière. Je n'ai jamais beaucoup entendu le gouvernement, et non seulement dans le domaine des dénonciations de la corruption. On se souvient du cas du ministère des Transports, on se souvient de l'OGC, on se souvient de Marine Marchand, on se souvient des travaux publics, on se souvient de la société de bus, de la Sogitrans, on se souvient de l'Anamif, on se souvient du secteur minier, de tout ça. Jamais de véritables sanctions ont été prises par le gouvernement. Vous savez, encore une fois, la corruption est un phénomène. Et c'est vrai, comme tous les phénomènes, ça traverse tous les secteurs. Et ça concerne le domaine social en général. Mais quand il est ancré, il devient grave. Évidemment. C'est le premier mal pour le fonctionnement de tout État. Parce que la corruption n'est pas seulement une soustraction du bien public, c'est la mise en place de mécanismes qui corrompent la légitimité et la légalité de l'action publique. En cela, c'est quelque chose de très grave. Des efforts ont été faits. C'est pas facile encore une fois. Quand vous commencez des réformes, il y a des niveaux d'achèvement qui permettent que certains résultats soient plus visibles que d'autres. Mais Monsieur le Président de la République, tous les cas qui ont été avérés, des sanctions administratives ont été prises, les gens ont été relevés de leur poste. Le dernier cas qu'on gère actuellement, c'est entre le ministère de l'Enseignement technique, à un moment donné, vous avez suivi cela, et le ministère de la Pêche, où beaucoup de cadres ont perdu leur poste. Le président pose des actes dans ce domaine-là. Mais encore une fois, dans un pays où la rumeur et les dénonciations ne sont jamais accompagnées de preuves, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rendre la justice capable et spécialiser même peut-être des juges sur ces questions financières pour qu'ils puissent accélérer les enquêtes? Ou est-ce qu'il faut condamner les gens avant même parfois de les entendre et d'avoir des éléments probants? Nous sommes dans ce débat-là. Parce que l'état de droit nous soumet à l'obligation de procédures, de règles et de preuves pour juger un cas ou un homme. Et quand vous pensez, je vous le dis aujourd'hui très sincèrement, que ce pays est plus corrompu qu'un autre, c'est parce que simplement, nous-mêmes Guinéens, on aime se sentir ainsi. Mais les efforts qui ont été faits, l'argent qui a été investi dans les chefs-lieux de région, à Kankan, à Mamou, à Zérekoré et à Boké, c'est parce que la corruption s'est notablement réduite dans ce pays, sinon on n'aurait pas pu investir cet argent-là. Le même argent existait dans les budgets nationaux. Le même argent, les mêmes sommes existaient en investissement, mais ne trouvaient jamais leur réalisation par des infrastructures concrètes. Aujourd'hui, si on agit tant
en infrastructure, on agit tant en bâtiment, en énergie, c'est parce qu'il y a moins de corruption. Parce que s'il y avait plus de corruption, il y aurait eu moins d'argent. On va essayer de voler avec le secteur de l'éducation, c'est très important. Vous le disiez tantôt, en ce qui concerne le progrès depuis 1988, si on se réfère en tout cas les chiffres pour une fois, en tout cas on a un cas dans ce studio qui essaie de nous sortir des chiffres. Finalement, à la fin du compte, vous dites quoi en matière d'éducation? Qu'est-ce que vous avez dit en 2010? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Vous n'allez pas me dire quand même que tout est rose, monsieur le ministre. L'objectif en 2010 était de réaccélérer l'éducation primaire et secondaire. Construire plus d'écoles primaires dans tous les villages qui ont la population scolarisable adéquate et accroître la capacité d'accueil des collèges et lycées. Cet objectif a été atteint. Bâtir un système d'enseignement professionnel. Parce que vous parlez de primaire. Si je prends un exemple sur un village, juste pas loin de Conakry, je parle de Kabak, où carrément, il n'y a même plus de salle de classe. À un moment donné, parce qu'on a fait, on a fait une réflexion de ce côté, on a vu, et c'est pas quelqu'un qui Est-ce que je peux vous expliquer le phénomène? Allez-y. J'adore Kabak et Kakossa, qui sont deux îles jumelles très productrices en riz. En fait, il y a une exportation de la scolarité de Kabak et de Kakossa vers le continent. Ce que vous devez savoir, c'est des îles rizicoles. C'est des lieux de champs. C'est des lieux qui ne font pas partie de la Non, pas du tout. Eh ben, il y a même famille. Écoutez-moi. Les mêmes familles qui habitent Kabak ont des concessions à Koké et à Maferenya sur la terre ferme. Donc, ils scolarisent leurs enfants en dehors de l'île. Parce qu'eux-mêmes vivent la moitié de l'année en dehors de l'île. Si vous ne tenez pas compte de ce phénomène-là, vous analysez même mal les indicateurs sociaux de l'éducation dans ce genre de pays. Je vous donne un autre exemple. Monsieur le ministre, mais ce que je vous dis, ce que vous avez vu, je vous aide à l'interpréter. Parce que moi, j'ai fait une enquête. Il n'y a pas d'autre interprétation. Excusez-moi. Ils vivent là, mais je vous dis que tous les enfants en âge de scolariser, et je suis obligé de me référer à Aide Action, parce que c'est grâce à Aide Action que j'ai ouvert une zone à Folkaria. Et eux, à l'époque, on s'est rendu compte que les familles avaient un double foyer. Ils avaient une concession sur la terre ferme, une concession dans l'île. Et qu'ils avaient tendance à exporter toutes les questions liées à l'éducation sur la terre ferme, où les infrastructures existent plus. Ce qui n'exclut pas qu'il faut faire des infrastructures à Kabak. Justement. Parce qu'il faut... Le président de la République a pris sous son budget de souveraineté de l'argent pour faire la digue de Kabak. Pour que l'eau de mer ne vienne pas envahir les champs de riz. C'est quand on va stabiliser cette production qu'il faut rentrer dans une politique d'infrastructure sociale, sanitaire et aujourd'hui. Oui, c'est une réalité aujourd'hui. Je voudrais sur le de Kabak dans ce sujet. Non, le micro, s'il vous plaît. Non, monsieur le ministre, c'est important. Allez-y, Djibril, s'il vous plaît, parce que c'est important. Les travaux de la digue ont été faits ou pas? Voilà, allez-y, mon cher Djibril, bonjour. La partie de la digue, non, je pose la question. La partie de la digue qui est concernée par le président, ça a été réalisé ou pas? Bien. Ça a été réalisé à moitié. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait à Kabak et ce qui reste à faire, si on ne le finit pas, le reste risque de partir. Est-ce que je peux l'aider? Oui, allez-y. Ce qui a été fait, c'est ce qui avait été promis. Quand ce qui a été promis a été fait, les populations ont fait une deuxième demande. Et cette deuxième demande n'étant pas budgétisée, parce que la première a été financée sur le budget de souveraineté du chef de l'État. C'est lui qui a pris sur lui de directement le faire. Et le ministère de l'Agriculture s'est retrouvé dans la difficulté que la deuxième demande n'était pas programmée budgétairement. Bien. Et je vous signale qu'il y a 3 semaines, une délégation du ministère de l'Agriculture était là-bas pour prendre des mesures transitoires pour cette saison agricole et dès la saison sèche prochaine, refaire les travaux complémentaires. Mais ces travaux complémentaires n'étaient pas prévus au premier élan. C'est ça la vérité. Et vous le savez. Alors, dans le domaine de l'éducation, si vous me permettez, je voulais parler d'un lycée. Je voulais parler d'un lycée parce qu'on a pris l'exemple de Kabak. Et je pense un peu à Dabola et au lycée Bari Diawad, où vous savez de quoi je parle, monsieur le ministre. Oui. Où, en tout cas, il a été promis aux populations de Dabola que ce lycée soit entièrement rénové. Oui. Et qu'en est-il? Je crois que c'est dans le budget 2016. Dans la proposition, en tout cas initiale, du ministère de l'enseignement préuniversitaire, ce lycée-là est clé. Pourquoi? Parce que vous avez Biciklima d'un côté, vous avez aussi, il ne faut pas oublier que Dabola est une zone qui rayonne sur Dinguiraï, et il faut 2 lycées solides entre Dabola et Dinguiraï pour qu'on puisse absorber l'arrivée massive dans cette zone rurale des enfants au lycée. C'est extrêmement important comme projet. Justement, c'est cette campagne de modestie-là, c'est expliquer tous ces enjeux et encourager les parents à scolariser leurs enfants parce que les débouchés existent. Monsieur le ministre, je n'ai pas entendu assez parler du traitement des enseignants. C'est vrai, infrastructure. Permettez-moi de poser ma question, s'il vous plaît. Infrastructure. Oui, mais infrastructure et tout ça, oui, le président, budget de souveraineté, tout ça, c'est joli. Mais aujourd'hui, il y a quand même des enseignants qui sont à l'intérieur du pays, qui sont obligés
de sécher les cours pour aller faire de l'agriculture pour pouvoir vivre parce que tout simplement le salaire ne leur permet pas de tenir debout. Obi, les enseignants ont vu leur salaire augmenter de 140% en 5 ans. Ouais. Vous savez, nous sommes tellement, nous ressemblons trop à notre patron, à notre candidat, on a tendance à ne pas parler de ce qui marche. Ça marche tellement que je n'avais pas voulu en parler. 140% d'augmentation de salaire en 5 ans. Mais est-ce que toutes les primes avec toutes les primes, c'est sur leur salaire. Dans ce domaine. Non, vous savez, dans ce domaine-là, chaque mois tu vérifies. Dans ce domaine-là, vraiment, Yero, c'est du concret. Non, mais pendant ce temps, il y a plus de 1000 contractuels. Là. Les contractuels, c'est un phénomène d'absorption du flux excédentaire de la scolarisation. Elle le sait. Oh, mais ça fait 7 ans qu'ils enseignent, monsieur le ministre. Non, ça change. Il n'y a aucune... Je vais vous expliquer. Oui. L'histoire des contractuels, c'est nous qui sommes à élection à la base de ça. On est obligé de parler de ce qu'on a fait quand même. Ouais. Hein, pour vous dire pourquoi j'en parle avec tant d'assurance. C'est quand on s'est rendu compte que quand le taux de scolarisation montait brutalement, notamment à Télémélé, on avait toujours un déficit entre le nombre d'enseignants et le nombre d'enfants à scolariser. On a commencé à recruter les contractuels. Le ministère de l'Éducation, à l'époque, a validé la méthode et l'a rendue comme une démarche nationale. Donc, chaque année, vous aurez un groupe de contractuels. Mais depuis que le président de la République, le professeur Alpha Condé est là, les contractuels n'ont jamais passé 3 ans dans la position de contractuel. Le recrutement commence prioritairement par eux. Le concours de recrutement commence prioritairement par eux. Tout se passe. On a vu ce groupe qui a investi. Mais vous savez, les microcosmes et les petits groupes d'agitateurs nous masquent parfois la réalité en Guinée. Je vous le répète. C'est un fait qui existe. Je reviens à la période coloniale. On était d'abord instituteur auxiliaire avant d'être instituteur ordinaire. Le contractuel aujourd'hui, son statut, c'est un peu ça. Il est d'abord instituteur auxiliaire et 1 an ou 2 ans après, il est embauché dans la fonction publique. Le ministre Kouma, sous la directive du président de la République, a fait un effort particulier pour la formation des contractuels et leur embauche régulièrement dans la fonction publique. Cela aujourd'hui est un succès. Comme le salaire de tous les travailleurs de la fonction publique guinéenne qui ont vu leur revenu salarial augmenter de 140%. Je veux connaître d'autres exemples dans la sous-région. Et excusez-moi, parce que tout ça est lié. 140% d'augmentation de salaire. Et les syndicats aujourd'hui sont dans une position de partenariat avec le gouvernement. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment bien le gouvernement, parce que leurs revendications salariales ont été satisfaites ces 5 dernières années. Malgré quelques soubresauts. Je veux revenir toujours sur l'éducation. Le problème qu'on a aujourd'hui sur l'éducation, c'est le supérieur. C'est le supérieur. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays en développement quand on a autant d'enfants qui rentrent au niveau supérieur et que les filières de professionnalisation ne sont pas valorisées culturellement. Culturellement, nous tous, nous pensons que les hommes de métier, ceux qui font des choses pratiques, sont moins intellectuels que ceux qui font littérature, sociologie, économie ou droit. Donc, comment travailler sur les mentalités pour que la technologie et la technique reviennent à leur place noble dans l'évolution générale de la société et dans les décisions d'orientation professionnelle des enfants. Ça, ce travail reste à faire. Mais très sincèrement, quand vous prenez les écoles régionales des arts et métiers, avec le ministre Damantan et l'enseignement professionnel, ces écoles-là vont être des véritables IUT, Institut Universitaire de Technologie à la française, pour que, à l'intérieur du pays, un enfant qui veut apprendre la comptabilité, il a une université publique, il a une école professionnelle publique où il n'a pas besoin de payer, il vient en 3 ans, il devient comptable, il est sur le marché du travail. Je crois que le domaine de l'éducation est un grand succès, il faut, malgré tout, malgré le contexte, ça a été un grand succès. Pour finir avec la question de l'éducation, le président de la République a pris l'initiative de donner une tablette à un étudiant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec la mutualisation que la technologie permet, qu'un enseignant de Marseille peut donner des cours de médecine à la faculté de médecine de Conakry. Donc aujourd'hui, le saut de qualité qu'il faut chercher, ce n'est même plus l'enseignement technique, c'est se servir de l'enseignement classique, c'est de se servir des moyens de technologie existants pour que l'enseignement devienne possible et accessible partout où on est sur le territoire national. Non, voilà. Pour peut-être sur la question de l'éducation, un étudiant une tablette, c'est pas encore effectif. Mais ma question, c'est en cours, ça marche. Ouais, pas effectif. Le progrès est en marche, madame. Bien. Allez-y, madame Hiro. À la rentrée scolaire, peut-être de l'année scolaire 2015-2016, certainement, mais c'est pas encore effectif. Alors ma question porte sur quoi? Vous disiez tout à l'heure que les enseignants contractuels n'ont jamais fait 3 ans
avant d'être... Justement, il bascule après 3 ans, automatiquement, ou il passe forcément par un concours. Parce que automatiquement par un concours et une évaluation. Le groupuscule dont vous parliez tantôt évolue depuis 2011, justement. A refusé de faire le concours. Alors, par rapport... refusé de faire le concours. Depuis 2011, ce que je voudrais dire... Elle va finir sa question, madame, monsieur le ministre. Allez-y. Non, je n'ai pas fini, justement. Je ne pense pas qu'ils aient refusé de faire le concours. Nous avons échangé avec eux, nous étions sur le terrain par rapport à leur cas. Et l'autre question que je voulais poser, vous parlez de 5000 écoles, c'est ça? Est-ce que c'est uniquement à l'intérieur du pays? Parce qu'à Conakry, il y a des écoles où il y a la pléthore qui ne dit pas son nom. Vous pouvez trouver 150 élèves dans une salle de classe, notamment au collège ou au primaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour cela, pour le cas de Conakry? Encore une fois, on a actuellement un contrôle relativement, c'est vrai, à renforcer sur l'enseignement privé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les directives données par le ministère à l'enseignement public sont suivies à la lettre. Les mêmes directives données à l'enseignement privé souffrent d'application. Et il faut reconnaître, il y a un enjeu mercantile qui consiste, au lieu d'avoir 30-40 enfants dans une salle de classe, de monter jusqu'à 100. Ces cas aberrants existent, mais le renforcement de l'inspection de l'éducation nationale est l'un de ces enjeux-là. L'un des enjeux, c'est surveiller de plus près toutes les licences qu'on donne au privé pour ouvrir les écoles et gérer les écoles et veiller à ce que ces surcharges ne soient pas monnaie courante dans les salles de classe, notamment à Conakry, vous avez raison, il y a un grand problème démographique à Conakry. Il y a toujours plus de besoins que d'offres. Il faut trouver une corrélation entre les deux, mais aussi, surtout, il faut appliquer correctement la réglementation du ministère de l'Éducation nationale en la matière. Alors, monsieur le ministre, puisque vous aimez méthode, parlez-nous méthodiquement. Quelles sont méthodiquement les actions que vous allez mettre en œuvre pour améliorer l'enseignement au supérieur? Vous savez, à observer un peu le supérieur guinéen, après le public bien entendu, avec cette prolification des écoles, des universités privées, c'est comme si on se débarrassait de ces étudiants qui venaient à l'université. Et d'abord, il y a une évaluation chaque année de cela, mais ce n'est pas publié. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce qu'il faut que ça change méthodiquement, comment y aller et avec quels chiffres? La première, je veux partager votre constat. Nous avons eu la volonté, le président de la République a donné des instructions pour mettre fin à cet état de choses. Mais nous avons été mis dans une situation d'impossibilité transitoire. À savoir qu'effectivement, le public n'a pas la capacité aujourd'hui d'absorber l'essentiel des enfants qui ont le bac et qui arrivent à l'université. Les projets sont les suivants. Notamment, à l'Abbé, il y a un méga campus. Les communautés de l'Abbé même sont prêtes à donner jusqu'à 5000 hectares pour qu'il y ait un grand campus à l'Abbé, pour qu'on puisse renforcer la capacité d'accueil de l'université de l'Abbé. Au niveau de Kankan, la même démarche est en cours. Les sciences de l'environnement en Guinée forestière, là aussi, il y a la même vision d'accroître la capacité quantitative d'accueil et la gestion qualitative de l'effectif. C'est ces deux enjeux-là au niveau de l'enseignement supérieur. Mais vous avez raison, on ne peut pas mettre fin à cette prolifération du privé dans le supérieur sans accroître l'offre publique d'enseignement supérieur. C'est ça aussi la réalité. Est-ce qu'on peut fermer les écoles privées pour les fermer et que les enfants se trouvent dans la rue, ou est-ce qu'il faut d'abord créer la place? Mais comme je vous ai dit, l'éducation, la santé, les jeunes et les femmes resteront toujours les priorités de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui demande aux Guinéens, ensemble, de résoudre ces problèmes-là. Pourquoi? De façon autoritaire, on peut fermer aujourd'hui toutes les écoles privées. On va commencer à interpréter. Mais il y aura des états généraux spécialement sur le supérieur pour qu'on décide ensemble qu'est-ce qu'on fait dans notre système d'enseignement supérieur. Que coûte un étudiant guinéen aujourd'hui? Et comment ne pas renforcer la capacité publique d'offre au lieu de continuer, chaque année, vous avez raison, c'est devenu un marché, que le privé, certains sont très bons, il ne faut pas les dénigrer tous, certains privés sont très bons, mais la majeure partie des gens n'ont aucune vocation à être dans l'enseignement supérieur. C'est bien quand même de soutenir que n'importe qui peut enseigner dans ces universités privées. C'est pas normal. Non, mais vu que vous dites que c'est quand même un constat sérieux, monsieur le ministre, c'est un constat sérieux. Est-ce que vous m'avez écouté? J'ai dit que certains, il y a une minorité d'institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui qui utilisent le bon matériel, la bonne pédagogie et les bons enseignants. Il y en a aussi quand même dans ce pays. Il ne faut pas tout noircir. Il y a quelques universités qui tiennent la route. Maintenant, là où vous avez raison,
D'autres sont appelés par l'appât du gain. Ils n'ont ni vocation ni compétence. Ouais. Les réformes sont en cours pour que celui qui crée une université puisse au moins faire la preuve au minimum qu'il a enseigné pendant 5 ou 10 ans. Et ça, vous le saviez, monsieur le ministre. Oui, justement. Voilà. Pendant 5 ans, c'était connu. Est-ce que je suis en train de dire, quand je parle de... Écoutez-moi. Vous pourrez gagner à ces propos. Je pense que vous pouvez gagner à ces propos, monsieur le ministre. Oui. Lorsque vous suivez, parce que personnellement, j'enseigne dans ces universités-là. Et je suis qui est en train d'enseigner dans ces universités. C'est des gens qui... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est des gens qui n'avaient aucun niveau dans nos universités. En classe, c'est des promotionnaires qui enseignent dans ces établissements privés. Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Tous ces établissements. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Personnellement, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de vous alerter et de demander de vous... je vous rassure sur une chose. Il y a une charte qui est en cours de conception. Il y a une évaluation qui a été faite. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dégagé de l'argent pour l'évaluation de la performance du système d'enseignement supérieur, privé et public. Ce rapport est fait et c'est à partir de ce rapport que la réforme va être lancée. Comme vous parlez de méthode, c'est ça la méthode. On ne va pas se lancer dans un domaine complexe sans avoir fait des études préalables. Les études ont été faites. Maintenant, comptez sur nous. Dès 2016, vous allez voir le démarrage. Voilà. Allez-y, Abakadjel. On va toucher d'autres secteurs, mon cher ami. Oui, et je m'intéresse au secteur de l'agriculture et de l'industrie. Oui. Et si, dans le premier, le secteur de l'agriculture, on peut vous créditer d'un bilan assez... Positif. D'un bilan. C'est positif. Je cherche maintenant, je parle de plus ou moins positif. Plus ou moins positif parce que... mais qu'il me permette de poser ma question. Tu vois les commentaires. Si on peut vous créditer d'un bilan plus ou moins positif D'un bilan dans le secteur agricole, dans le secteur de l'industrie, il n'en est pas autant parce que, à mon avis, de mon point de vue, je l'assume. À part quelques usines de ciment et de farine qui ont été inaugurées à grand renfort de tintamarre, passez-moi l'expression, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Beaucoup d'usines qui fonctionnaient sous le premier régime n'ont pas pu être relancées, monsieur le ministre. Bon, maintenant, on fait le point d'abord. Quand le professeur Alpha Condé est arrivé aux affaires en 2010, il a trouvé que l'essentiel du tissu industriel n'était plus dans le portefeuille de l'État, effectivement, ayant été privatisé dans les années 80, était dans des mains privées qui en faisaient autre chose que l'industrie. Il a récupéré tout ce parc industriel. Mais sincèrement, on a 3 usines de ciment supplémentaires dans ce pays en 5 ans. Oui, je l'ai signalé. Non, en 5 ans, on a une usine de farine et une deuxième est en construction. Pendant ce temps, il y en a une autre qui a été fermée. Non, attendez. Oui, parce les grands moulins de Guinée. Les grands moulins de Guinée ont été fermés pour 2 raisons conjoncturelles. Sa capacité à tenir la concurrence et sa longue habitude à avoir joué sur le monopole pour pratiquer des prix exorbitants. Vous savez, c'est justement ça, c'est pour ça que j'aime débattre avec vous. Oui, c'est intéressant. Vous nous obligez à décrire les choses qu'on simplifie parfois trop simplement. C'est vrai que dans ce projet industriel du professeur Alpha Condé, ceux qui ne sont pas des vrais industriels ne tiendront pas la route. Mais aujourd'hui, on a des Guinéens, on a des étrangers qui ont investi dans l'industrie pour qui ça marche. Nous allons protéger leurs investissements en améliorant le cordon douanier à leur faveur. Nous allons protéger leurs investissements en permettant à Caleta de leur fournir du courant à moindre coût. Parce qu'une industrie qui utilise le fuel ou le pétrole tous les jours pour faire fonctionner les machines, ça coûte cher. Donc le soutien du président de la République à l'industrialisation du pays est une réalité. Il y a des nouvelles unités. Il y a le courant aujourd'hui qui arrive parce que Caleta, ce n'est pas seulement pour nos maisons. Ce n'est pas pour le split de monsieur. C'est aussi et surtout pour que les usines puissent éclore dans notre pays, embaucher une main-d'œuvre qualifiée et réduire notre dépendance de l'extérieur en matière de fourniture de biens et services. Et sur le cas des usines qui avaient besoin d'être relancées, ce n'est que maintenant qu'on... Vous savez, il y a une stratégie économique du président de la République qui présuppose qu'il faut, tout en développant les investissements étrangers, donner la chance aux investisseurs nationaux de s'intégrer dans les créneaux porteurs. S'il faut donner pour donner et que tout soit donné aux autres, on pourra se retrouver dans le cas contraire. Voilà pourquoi les Guinéens souffrent, c'est vrai, pour mobiliser les ressources, mais beaucoup de ces usines-là sont dans les mains guinéennes et qui sont en train de chercher des partenaires crédibles pour pouvoir investir. La conserverie de Mamou, l'usine d'été de La conserverie de Mamou présuppose justement un très bon bilan agricole. Il faut produire des tomates, il faut produire des agrumes pour faire fonctionner la conserverie de Mamou. Comment vous voulez mettre une conserverie de fruits en place quand vous n'avez pas développé votre production?
de production. Bien. La pédagogie toujours. Le développement est une longue pédagogie. Si vous mettez les charrues avant les bœufs, vous ne labourez pas votre champ. Bien. Nous sommes obligés de suivre le rythme de tout ça. Alors, sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté? Moi, ce que je peux vous donner comme image, Ouais. comme vous aimez Kabak, moi aussi, je vous signale que je fais du riz chaque année à Kabak. Et depuis très longtemps maintenant. Avant, les paysans, au mois d'août, me demandaient à moi Dans le micro, s'il vous plaît. de leur prêter 2 sacs de riz pour nourrir leur famille, 3 sacs de riz pour nourrir leur famille. Il y a 4 ans, qu'aucun paysan de mes voisins ne m'a demandé de lui prêter un sac de riz. Ça, c'est le bilan le plus concret pour moi. En clair? En clair, Oui. ça veut dire qu'aujourd'hui, la famille paysanne productrice est devenue autosuffisante pour elle-même. Ce qui reste, c'est comment produire pour que les villes soient nourries sans l'extérieur. C'est ça la conquête qui reste à faire. Et la réalité sur le terrain, c'est tout à fait autre Non, chose. non, c'est ça la réalité sur le terrain. On a vu la sortie Monsieur le ministre, Condé à écoutez, Koudia ces derniers temps. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous ai dit que le président de la République est tellement exigeant Oula. que parfois, Monsieur le il ministre. oublie ses bons résultats. Il préfère insister sur ce qui ne marche pas. Alors, monsieur- il faut lui reconnaître Les ça, mais grandes gueules. il fait de la pédagogie. Bien. Il préfère- Il est émotionnel. Monsieur le ministre, émotionnel, justement, il est sensible. Vous l'avez dit, Justement, monsieur le Il a dit qu'il est sensible. Il est sensible, C'est il est un homme humain. de cœur, Voilà. il est humain, il n'est Bien. pas émotionnel, il est Bien. sensible. Bien. Avant de revenir au secteur minier, monsieur le ministre, vous parlez de production et de drainage de cette production. Cela m'amène justement à la question des infrastructures Je sais routières. comment que tu prends un petit peu la casquette du producteur. Allez-y, vas-y. Vas-y, vas-y. On produit, L'usager des routes. Donc, c'est un push en pleine émission. on produit à l'intérieur du pays, Les mais grandes on n'arrive gueules. pas à le drainer parce que il n'y a pas de route. Le président de la République a certainement fait de l'effort au niveau des infrastructures routières, mais des pistes rurales. Il y a encore beaucoup à faire. Hier, on posait le problème de la voirie urbaine de Conakry. C'est quand même la vitrine de notre pays. Vous circulez un peu dans Conakry, je le sais. Vous-même, vous le savez, il y a récemment votre route là devant chez vous était pratiquement impraticable à cause des nids de poules. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour améliorer tout ça à Conakry? C'est quand même la vitrine de notre pays. Mais lorsque vous circulez à Conakry, vous avez l'impression d'être dans un gros village. Waouh. Pourtant, pour renforcer. Gouverner, c'est décider. Les c'est grandes gérer les gueules. équilibres, c'est analyser entre les priorités. On pouvait faire. Les routes sont quand même des priorités. Vous avez raison, mais je reviens. Non, mais quand il parle de priorité à chaque fois, je rappelle à monsieur le ministre que de priorité en priorité, on se perd dans les priorités. Les routes sont quand même des priorités dans le développement. Roby, écoute-moi. Les grandes gueules. Donne-moi la chance de répondre à ta question. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, vous avez les 4x4, mais les autres n'en ont pas pour circuler. Merci. Je peux Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Vous savez, encore une fois, est-ce qu'il faut aménager la vitrine de telle sorte qu'on oublie l'arrière-boutique? Conakry est la vitrine, l'arrière-boutique c'est le pays. Donc on essaye d'équilibrer les investissements en matière de route pour que les 4000 km, depuis le 4000 km de pistes rurales aient été faits. On a dû, c'est vrai, gérer sous ces priorités-là que vous avez signalées, de permettre le désengorgement des lieux de production. C'est ce qui permet aujourd'hui que le prix du riz local soit resté stable pendant ces 5 ans. Dès qu'on est descendu à 5 000 le kilo de riz local, ça a descendu à 4 000 en saison d'abondance et ça remonte à 5 000 maximum. C'est lié à quoi? Aux 4 000 km de pistes rurales qui ont été réalisées par le président de la République. Où est passé le projet de réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry qui a été lancé, vous vous rappelez, en grande pompe par le président de la République. Il était prévu que 37 km de route quand même soit fait au niveau de Conakry. Ça sera fait, mais il y avait 2 priorités. Est-ce qu'il faut faciliter la sortie de Conakry, c'est-à-dire désengorger la ville en tant qu'entité spatiale, ou est-ce qu'il fallait améliorer à l'intérieur tout en gardant l'engorgement pour l'extérieur? Qu'est-ce qui est important? Faire la route de Koya, pas pour Koya, mais pour l'intérieur du pays, parce que Koya est une voie de dégagement. Quand vous quittez Conakry, Koya, Kindia, Mamou, vous basculez sur Labérou, vous basculez sur Dabola et Farana, vous allez jusqu'à Zélékoré. La priorité, est-ce que c'était de nous satisfaire, nous seuls, urbains de Conakry, ou est-ce que c'était aussi permettre à tout le pays de circuler sur le grand axe national? C'est cette priorité qui a été prise. Mais cela, je ne veux pas vous parler d'Ebola, parce que vous avez dit, bon, oui, bien. Mais si les ressources avaient été suffisantes, on aurait tenu les engagements là-dessus. Mais vous avez raison sur une chose. Les grandes gueules. Les 37 km de voies urbaines à Conakry. C'est qu'à Conakry, l'espace public reprenne sa place. Les trottoirs appartiennent à nous tous. Mais l'État qui le gère pour nous. Aujourd'hui, même quand vous faites une belle route à Conakry, les gens quittent
leurs murs mitoyens, construisent des petites échoppes pour venir se mettre en ras de la route et déverser sur la route un certain nombre de produits qui dégradent cette route rapidement. Donc il faut faire deux choses en même temps. Il faut faire ces routes à l'intérieur. Il faut refaire une grande campagne d'urbanisation de la ville de Conakry. Mais que fait le ministère de l'aménagement de la ville? Il est Bien. mieux, ce ministère. Ce que moi je Allez-y, voudrais dire, Madame quand monsieur le ministre dit à chaque fois il faut faire, on a l'impression que c'est après la présidentielle que tout sera fait. Est-ce que ça sera... Non. Ça va se concrétiser parce que pendant 5 ans, il y a eu des promesses qui n'ont pas pu finalement être tenues. La dernière fois, je suis partie à Kindia. Vous avez quel État? Vous avez les infrastructures, vous avez les écoles. On parle d'infrastructures. Vous avez une armée qui a été réformée, qui aujourd'hui est sur le théâtre des opérations africaines. Bien. À votre nom à tous, Je vais quand même poser participe ma à la question. stabilisation du Mali. Je vais poser Le ma bilan question. est tellement positif que nous Ouais, pouvons vous nous ne pouvez- permettre maintenant de vous parler des perspectives. Vous ne pouvez Bien. pas nous dire autrement. Voilà, allez-y, Madame Yoro. Non, ce que je voudrais dire, la dernière fois je revenais de Kindia, ce que j'ai pensé, c'est que quand une femme en début de grossesse passe par là, tu risques de perdre. Parce que tellement les secousses, il y en a tellement. Il y a eu beaucoup de promesses, mais ce qui a été fait là, pourquoi c'est maintenant que c'est fait? Est-ce que c'est parce qu'on est en période Non, de pas du campagne? tout, On pas est du tout. C'est parce que la rupture de rythme a été créée par... Pourquoi les mêmes voies Non, sont non, non, refaites chaque année? Pourquoi les rénovations? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait de ces Encore activités une qui se fois, font sur le terrain? vous avez reconnu qu'il y a eu la stabilité macroéconomique. Vous avez reconnu que les infrastructures sont construites dans ce pays aujourd'hui. Sachez aussi que ce qui a été fait en 5 ans est énorme et tient largement la route. Mais si nous sommes aujourd'hui en campagne pour un deuxième mandat, c'est pour permettre justement au président de la République d'achever le travail qu'il a commencé dans le pays. De permettre au pays d'aller jusqu'à un point de non-retour en matière de croissance et d'émergence. Bien. C'est pour cela que nous faisons campagne. Allez-y, monsieur Tamba. Voilà, monsieur, On parle diplomatie. monsieur le ministre, on va clore avec ce sujet parce que c'est important. Il y a un plan d'urbanisation de la ville Tamba, qui tu me menaces existe. avec ton doigt. Non, il y a un plan d'urbanisation de la ville qui existe depuis plusieurs moments. Mais observez, Conakry, on voit une sorte d'anarchie dans l'occupation, dans l'urbanisation de la ville. Je vous donne un tout petit exemple. Sékou Touréa est supplanté par un immeuble, l'hôtel Kaloum qui est en train de naître. Or, le plan d'urbanisation ne prévoyait pas que ce fût ainsi. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de piétiner sur l'organisation qu'on aurait dû suivre en vue d'aider à désengorger Je Conakry? peux même t'appuyer là-dessus, Tamba, parce qu'on sait très bien à un moment, KPC, il a eu des soucis avec le président dans ce Oui, sens-là. oui, Il avait dit d'arrêter l'immeuble. En effet, avec la paternelle. Ouais. Et que répondez-vous à des gens qui pensent qu'il faudrait une deuxième première ville pour la Guinée? Vous savez, c'est une question là aussi pertinente. Hein. C'est pas pour vous flatter. Hein. Il est fort dans ça. Hein. Allez-y, monsieur Il le risque de ministre. noyer les questions. Non. Je ne me laisse pas avoir. Vous savez, j'ai un avantage. Les grandes gueules. C'est que moi, je suis dans la réalité. Bien. Lui il cherche à exister. Allez-y. Et franchement, un plan d'urbanisation d'une ville est une indication de l'occupation spatiale, de la répartition des activités d'habitation, de production, d'administration et de circulation. Ça, c'est classique. Et le plan est indicatif. Le problème qu'on a à Conakry aujourd'hui, la démographie a bousculé ce plan. Donc il y a deux réflexions en cours. La première réflexion, c'est le Grand Conakry. C'est-à-dire, c'est de partir du principe que pour refaire Conakry, il faut donner un espace à Conakry qui va jusqu'à l'entrée de Kindia. Donc ça dépasse Koya et tout ça. Et qui va de l'autre côté jusqu'à Tanene. Pour que cet espace-là nous permette de redistribuer les activités urbaines. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche est les gens qui sont comme vous pour une deuxième capitale. De se dire, clairement, on choisit l'option de créer une ville capitale ailleurs, un espace nu, où vraiment on commence sur des bases où il n'y a aucune contrainte, on avance et on travaille pour le futur. C'est ces deux débats-là qui sont en cours. Mais quel que soit le choix qui sera fait, Conakry gardera sa fonction de ville portuaire, sa fonction économique et sa fonction de première ville du pays. Mais je vous dis encore une fois, c'est des débats d'experts qui sont en cours. Les études appuyées par Donc l'Union européenne... une capitale économique et une capitale politique? Non, je dis des options existent. C'est aux législateurs et aux décideurs suprêmes de le décider. Mais les études ont été réalisées déjà et les options sont sur la table. Voilà, il y a de grands risques. Il y a de grands risques, monsieur le ministre, parce que vous avez vu Kabak. On n'a plus le temps, Tamba. Vous avez vu Kabak avec l'occupation, notamment. Tamba, tu viens de découvrir Kabak. On repousse la mer. Non. Je pense une chose. Conakry et même les populations de Conakry sont menacées si on ne suit pas l'occupation des espaces maritimes. On occupe l'espace. Le président de la République a mis en place une brigade de protection des fonds de mer, et cette brigade opère actuellement. Et personne ne peut aujourd'hui
construire sur le domaine public maritime sans une autorisation spéciale. Et c'est au port qu'on donne cette autorisation la plupart du temps. Mais encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour. Le plan est bon. Le rythme est bon, mais ayons du courage et avançons. C'est trop facile, monsieur le ministre. Moi, je suis déçu quand j'entends ça. Rome, Paris ne s'est pas fait un jour. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que beaucoup a été fait, mais pour qu'on finisse, justement, le temps est notre allié indispensable. Beaucoup a été fait entre nous. Vous savez, ce qui est aussi difficile dans votre exercice, c'est de vous dire, tout ce qu'ils ont fait de bien là, on ne parle pas de ça. Non. On va parler seulement... Attendez. Vous êtes là à défendre votre bilan. Non, maintenant, je vous rassure sur une chose. Quand je vous dis que Rome n'a pas été fait en un jour, c'est une expression que vous connaissez. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondamentaux sont là. Bah oui. Les fondamentaux sont là. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, ça veut dire qu'il faut attendre. Ça veut dire qu'il faut s'allier avec le temps et l'effort. Ça ne veut pas dire ça. Les grandes gueules. Permettez-moi de poser rapidement cette question pour certainement clore sur l'aménagement. Il y a quand même un ministère de l'aménagement qui existe. Et cette année, on a particulièrement remarqué qu'avec la pluviométrie, il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de défaillances dans les passages d'eau, etc. En tout cas, dans l'aménagement en général de notre ville. Mais qu'est-ce que fait finalement ce ministère? Existe-t-il d'un nom? Tamba a posé le même problème. Je vous ai dit que l'évolution démographique de la ville rend presque désuet une partie des infrastructures et de l'aménagement. Qu'il faut une réflexion fondamentale. Il faut que nous prenions une option d'une grande ville moderne qui s'étend au-delà du kilomètre 36 et on en tire les conséquences, ou qu'on décide de transférer les activités administratives de cette ville-là dans un autre espace. Il y a des débats, il y a des études qui sont réalisées par des experts guinéens et étrangers, l'Union européenne notamment. Nous attendons la prochaine année budgétaire pour que ces études soient présentées à l'ensemble des Guinéens et qu'une décision participative soit prise dans ce sens. Voilà, allez Yabaka, on évolue avec... Forcément, parce qu'on n'en finira pas avec le bilan. Il y a tellement de secteurs dont il faut parler, les mines, la coopération, la pêche, l'état de droit, la justice. Mais la Guinée est en train d'aller vers cette élection présidentielle. Il y a un accord qui est intervenu le 20 août dont les différents points ont du mal à être mis en œuvre. Et l'opposition, on l'a entendu ce matin par la voix de M. Aboubakar Sylla qui affirmait que l'opposition pensait avoir réglé complètement la question de la CENI. Le président a pris un décret hier pour entériner un choix et le décret est resté muet sur l'autre choix en ce qui concerne Dame Ramatoulaye. La question du fichier n'est pas réglée, la question de la recomposition des conseils communaux n'est pas réglée. Vous pensez que la Guinée est à même de réunir toutes les conditions pour un scrutin transparent et équitable le 11 octobre? Bien sûr, la commission qui est chargée des délégations spéciales s'est réunie encore hier au ministère de l'administration du territoire. Je crois que sur les 128, les participants au débat sont d'accord à peu près sur 104. Ils sont en train de débattre du reste, de 106. Il reste 12 rurales et 10 urbaines sur lesquelles les débats sont concentrés. L'exercice est difficile parce qu'il s'agit de trouver des compromis pour que chacun se retrouve dans l'application de l'accord. C'est ce qui est difficile. Mais ça, c'est pas un retard négatif dans le sens, c'est pas un retard provoqué par qui que ce soit. C'est un retard qui est lié à la nature de l'exercice à faire. Et les partis politiques, sincèrement, de la majorité de l'opposition font cet exercice-là. Le deuxième point, c'est concernant la CENI. La CENI. Ce que vous devez savoir, le président de la République a pris un acte. Il n'a pas fait de commentaire. Il a été saisi par un document qui lui est arrivé. Dans ce document, il y a une partie de la décision qui peut être prise sans dommage. Il y a une partie qui demande une consultation avec les parties responsables de l'accord. Bien. Parce qu'on n'est pas dans un domaine légal, on est dans un domaine d'accord. Donc chaque fois que vous devez l'appliquer en tenant compte de la commune compréhension de ceux qui ont été les signataires de l'accord. Est-ce que vous vous rendez compte de pourquoi les gens montent au créneau aussi nerveusement? Ils devraient se poser la question, qu'est-ce qui a fait que cela retarde pour l'une des deux personnes proposées? Le président de la République n'a rien à voir avec cela pour le moment. Le président de la République ne peut pas s'opposer à la nomination de qui que ce soit. C'est les partis en discussion. Une des parties en discussion qui a écrit pour dire « Nous recusons que cette personne puisse être membre d'une institution. » On avait donné notre accord, mais c'était dans un esprit de conciliation et pas de personnes clivantes. Une des parties a fait cette remarque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Examiner avec cette partie
et obtenir une position acceptable pour les deux parties, ou est-ce qu'il faut agir sans tenir compte des réflexions de cette partie? La décision sage est de tenir compte parce qu'on est dans le cadre d'un accord et d'une application consensuelle de l'accord. Bien. Donc voilà ce que je peux vous Et dire. sur le fichier, Allez, rapidement. Sur le fichier électoral, vous savez, on est un peu... Bon, je crois que la commission chargée du suivi de la consolidation du fichier est en activité jusqu'hier. Hein. Ils ont, je crois, fini leur rapport hier. Ils ont fait des requêtes. Pour ceux qui connaissent bien la gestion des bases de données, ils ont demandé un certain nombre d'informations à la machine pour savoir s'il y a des anomalies ou des choses graves. Et je crois que jusqu'à la dernière information que j'avais, les choses se présentaient plutôt bien. Les représentants des experts de l'opposition sont dans ce comité, les experts de la majorité sont dans ce comité, les experts de la société civile sont dedans, et aussi les experts de la communauté internationale participent. Et j'ai reçu hier une forte délégation de la communauté internationale, constituée par la représentante résidente des Nations Unies, l'ambassadeur de France, le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis et le délégué de l'Union européenne et la représentante de la CEDEAO dans notre pays. Et franchement, tous suivent l'évolution de la situation avec un certain optimisme. Voilà. Le ministre d'État en direct ce matin chez les juges, notre invité du jour. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il n'a pas l'air, hein, franchement, ce matin chez les GG. Le ministre Kiridi Bangoura, vous allez donner une note évidemment à la prestation. Juste à la fin de l'émission, on va essayer de communiquer ça en direct. Tamba, oui ou non? Alors, monsieur le ministre, il y a une expression qui revient tout le temps, un coup KO, de façon objective, sans langue de bois. Est-ce possible? Oui ou non? Oui. Dans le micro. Pardon. Oui. Voilà. Madame Yoro. Je peux commenter un peu? Non, après. Non, c'est pour la pédagogie. Non, mais vous allez faire le grand oral. Allez-y. Oui ou non, monsieur le ministre, la question de la réconciliation nationale, une priorité pour vous au départ, n'en a pas été une au finish? Oui ou non? Pardon, monsieur le ministre. Oui ou non? Ça reste un objectif fort pour nous. Mais pour réconcilier, vous savez, oui, monsieur le ministre, oui, on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on recherche. Allez, voilà, allez. Bien, vous ne passez pas à l'antenne, monsieur le ministre, voilà. Bien. Alors, le capitaine Dadis devait revenir, ou monsieur Dadis devait revenir, puisqu'il était candidat du FPDD. Il y a eu beaucoup de turbulences autour de ce dossier-là. Oui ou non, le professeur Alpha Condé a joué les croche-pieds dans ce dossier? Oui ou non? Non. Allez-y, mon cher. Oui ou non, vous allez, je parle du RPG Arc-en-Ciel, de la grande famille de la majorité, vous allez à cette élection et avec quelques frustrations. La base même du parti ne serait pas associée à toutes les prises de décision. Oui ou non? Oui ou non, tout est géré à Serroutoura par le président et son cabinet? Non. Allez, Tamba. Alors, monsieur le ministre, l'université guinéenne, la grande oubliée du premier mandat, oui ou non? Joker? Non. Oui ou non? Oui ou non, les alliés du RPG Arc-en-Ciel sont en marge, sont pas impliqués? Le directeur de campagne est un allié. Voilà. Alors, monsieur le ministre, le grand oral maintenant, vous avez à regarder cette caméra. On nous écoute du côté de Cancan. Vous nous regardez aussi à Kindia sur Espace TV. Eh bien, vous allez regarder cette caméra, le grand oral de monsieur Kiridi. Est-ce qu'on vous regarde à Koya aussi? Oui, on nous regarde aussi à Koya. Voilà, partout. Hein. Et là, il sert au moment. Voilà. Allez-y. Le grand oral, c'est maintenant, monsieur le ministre. Allez-y. Pourquoi voter RPG Arc-en-Ciel? Parce que le candidat du RPG Arc-en-Ciel a bien travaillé pour son pays pendant 5 ans. Et il y a 50 ans qu'il se bat pour la liberté et la prospérité de l'Afrique. Et que parce que le RPG Arc-en-Ciel est un parti national, un parti qui est le creuset pour que les Guinéens travaillent ensemble, vivent ensemble, prospèrent ensemble. Voilà. Donc, allez, Tamba, question bonus, question qui glisse. Une question bonus, est-ce que la communication de l'audit, est-ce que Alpha Condé usera de l'argument de l'audit encore pour charmer cette fois-ci son électorat, son potentiel électorat? Vous avez écouté le président à l'intérieur du pays. Il a parlé de la vie des paysans et ce qui est prioritaire pour eux. Si l'audit est prioritaire, il en parlera. Si l'audit n'est pas prioritaire, il n'en parlera pas. Voilà. Allez, on y va. Toc toc, Abakadialo. Combien coûte un sac de pommes de terre, monsieur le ministre? Et actuellement, le sac de pommes de terre est Borchamp est à 180 000. Borchamp, oui. Vous avez constant.
vous avez parlé des réformes. Hein. Je suis un paysan. Voilà. Moi aussi. Vous avez parlé des réformes. Moi aussi. Vous avez parlé des réformes, Ah. monsieur le ministre d'État. Vous avez parlé des réformes. J'ai envie de m'intéresser un peu à l'armée. Aujourd'hui, l'armée guinéenne, c'est combien de soldats? Secret défense. Ah ben alors là, pas du tout. Ah si. Alors là, pas du tout. Si. Alors là, pas du tout. Non, ça ne devrait pas l'être. Ah ben alors là, pas du tout. Non, écoutez-moi. Sincèrement, la réforme est en cours. Il y a des recrutements aujourd'hui qui sont liés au départ en retraite. Au moment où je vous parle là, je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la réforme permet aujourd'hui à nos effectifs. Monsieur le ministre, le nombre des militaires, c'est quand même pas un secret défense. Dans le contexte actuel, Ouais. je vous demanderai de poser cette question au ministre délégué à la Défense. D'accord. Monsieur le ministre, Sincèrement. Monsieur le ministre, malgré Nous sommes en opération au Mali. Bien. Nous sommes en opération au Mali. cette question, Et contrairement à ce que vous croyez, ce qui se passe au Mali nous concerne plus directement qu'on l'imagine. Bien. malgré toutes les réformes dans le secteur de la justice et jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature suprême, oui ou non, la justice guinéenne est malade, brinque-ballante? La justice guinéenne était très malade. Aujourd'hui, elle est en voie de rémission, elle est en voie de réforme. Elle a pris des options fortes. Les ressources humaines sont sensibilisées. Les sanctions commencent à pleuvoir sur les juges qui ne font pas leur travail comme il le faut. Je crois qu'il faut saluer cet effort et ce résultat. Est-ce que cette année, il y aura débat entre les... Si vous passez au deuxième tour? Entre les candidats. Ouais. Quand vous allez jouer un match de football, vous vous préparez à gagner le match ou de jouer les prolongations? Non, mais Est-ce est-ce qu'il y aura le débat? Est-ce qu'il y aura un débat entre les candidats? Il y en a jamais eu à Guinée. Entre votre candidat et celui qui... Donc la perspective d'un second tour n'est pas envisagée chez vous? Je dis bien, Non, je pose une question. les prolongations s'imposent à tout bon compétiteur. Personne ne va à un match en disant je vais jouer les prolongations. Est-ce qu'elle est envisagée, la perspective d'un second tour au RP Jacques-Cancel? Sous le ciel des hommes, tout est envisagé. Ouais, c'est clair. Allez, monsieur le ministre, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez nous, chez les GG. Merci beaucoup. Voilà, donnez une note donc. Allez-y. Est-ce que vous avez un champ à Kabak? Non, j'ai pas de champ à Il Kabak. faut faire ça. Je vais le faire. Hein? Tu as un champ? Oui. Allez. Tu as combien de bogonis? Ah ben voilà. Allez-y. Attends, je vais lui parler maintenant parce que c'est un faux paysan ça. Allez-y, allez-y. Monsieur le ministre, Tu as combien de bogonis? nous avons... C'est pas nous. Non, je vous dis, Ah. les propriétaires terriens de Oui. Kabak, Ah. d'abord, premièrement, c'est Non, demandé... toi et ou ta famille, vous avez combien de bogonis? Nous avons 12. 12 bogonis. 12 bogonis. Le bogonis fait en moyenne combien de superficie? Superficie, ça peut faire 25 à 20 comme ça. C'est entre 250 mètres carrés et 500, les bogonis. Donc Non, si vous... non, quand c'est ça, c'est selon la marée. Non, Je vous moi je fais du riz. Le monsieur l'a dit qu'il fait du riz. Écoutez, Il faut qu'on parle entre paysans. la question n'est pas là-bas d'abord. Je vais vous À cette parler de étape-là, quelque chose que vous quels sont avez... les travaux qu'on est en train de faire à Kabak à l'époque là? Mais Non, je actuellement, voulais non, l'interroger. vous êtes dans le J'ai studio, posé la question. vous êtes dans un studio où on doit vous poser forcément des questions. Que Kabak est une terre où les gens sont habités. Comment Kabak a été occupé? Non, je vais vous parler, c'est de ça maintenant je vais vous parler. Je vous dis, Monsieur le ministre. vous êtes de Koya, mais je vous rappelle, Non, je vous non, signale que des habitants de Koya aujourd'hui ont fui Koya, ils sont allés s'installer à Kabak à cause du riz. On n'a jamais connu les riz importés à Kabak. Non, depuis On n'a 1900. jamais connu les riz importés à Kabak. Aujourd'hui, Est-ce que le je peux ministre l'aider? de l'Agriculture Il prend connaît pas l'histoire de un Kabak. camion de riz pour donner aux habitants de Kabak. Parce que la digue a cédé. Le Comment vous gouvernement appelez, ne veut monsieur, pas. comment vous appelez? Je m'appelle Gibril Kabak Kamara. Kabak Kamara. Tu es de quel village de Kabak? Je suis de Lokoya dans Non, le district, tu es de quel village de Kabak? dans le district de Tongiron. Bien. De Tongiron? Oui. Donc qui est plutôt vers le sud de Kabak. Le sud, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne connaissez Non, pas non, Kabak? non. Joké. Kabak. Ouais. Giassi. Oui. Giassi, qu'il me laisse parler. Vous savez pourquoi? Ouais. Moi, je cultive du riz depuis 18 ans à Kabak. Le peuplement de Kabak est venu pendant la Première Guerre mondiale. Quand les Français se sont vus couper la route du riz asiatique, ils ont aménagé la plaine de Kabak et c'est la même période qu'on a aménagé la plaine de Sofonia et la plaine de Mochon et de Koba. Excuse-moi, hein, c'est les populations de Fourkaria et de Koya qui sont partis occuper ces terres culturelles. Donde Nanara. On dit en Soussou, Donde, il comprend bien. C'est un lieu, c'est des champs, c'est des villages de champs. On va dans ces villages-là. Je ne suis pas d'accord avec monsieur le ministre. Je ne suis bon, pas d'accord. d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a les Morianais,
quand vous fouillez bien, vous trouverez que la majeure partie, c'est des malinqués. Très rapidement, monsieur le ministre, on fait réagir à la question, à la préoccupation, à une préoccupation majeure, c'est celle liée au contrôle technique. Pas de société de visite technique en Guinée. Oui, la CIVITA. Mais je pose la question, monsieur le ministre. Il n'y a pas de société de visite technique. Beaucoup d'accidents parce que c'est le tombeau. Tu connais le dossier, je t'ai entendu souvent parler de ce dossier. Oui. Il y avait un conflit entre les gens, ça a été réglé. Et le monsieur qui est un spécialiste du secteur a toute la liberté de mettre en place sa société, de développer ses affaires. Sauf qu'il n'a pas où l'implanter. Et ça fait partie des défis de tout entrepreneur. Où installer son affaire. Le gouvernement va l'aider. L'appui est assez dynamique actuellement. Il peut s'adresser aux gens. Donc le monopole est consacré. Le monopole à CIVITA est consacré dans le secteur. Vous n'allez pas permettre à d'autres sociétés de s'installer. Non. Dans tous les pays du monde, la visite technique est une exigence de service public de sécurité qui est transmis à un ou plusieurs opérateurs. Je ne connais pas le détail de cela, mais il lui a jamais été interdit de faire son activité. Voilà, monsieur le ministre, en tout cas, grand merci d'être passé dans ce studio. Merci. Mais il faut dire au type de Kabak là que moi je l'invite à la fin de la campagne dans mon champ à Kabak, à Yenia. À Yenia. Voilà, merci. L'invitation est lancée. Allez, grand merci à vous qui nous regardez à l'étranger. Demain, c'est samedi, il n'y aura pas de JG. On se retrouve lundi pour un autre numéro avec le ministre des Droits de l'Homme. Cette fois-ci, c'est monsieur Khalifa Gassama Diaby. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.